Écoutez, je vais me livrer à un petit exercice auquel j'avais déjà eu l'occasion, pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, de me livrer. Et donc cet exercice consiste à essayer de donner quelques impressions sur la matinée telle qu'elle s'est déroulée et sur éventuellement ce qui va nous arriver. Donc pour ceux qui ne savent pas qui je suis Jean-Marc Daniel, je suis votre collègue, puisque j'enseigne à l'ESCP Europe, Subdeco Paris. Et l'année dernière, j'avais souligné que c'était pas la première fois de ma vie que je prenais la parole dans l'amphi Poincaré, puisqu'il m'avait été donné l'occasion de le faire, mais dans un amphi Poincaré qui était sur la montagne Sainte-Geneviève. C'était d'ailleurs une époque où cet amphi Poincaré vivait ses derniers moments. Et comme l'école n'était pas entretenue, effectivement, c'était dangereux de parler dans l'amphi Poincaré parce qu'il y avait des chutes d'objets. Et je viens de m'apercevoir que même dans le nouvel amphi Poincaré, c'est aussi dangereux de s'exprimer. Donc, je vais m'exprimer brièvement pour des raisons de sécurité. Et donc, pour réagir à ce qui nous a été dit ce matin, nous avons eu deux moments forts, l'intervention d'un très grand mathématicien, et qui nous a dit quand même qu'il faisait la théorie du marcheur aléatoire. Vu son destin politique, je ne sais pas quel était le message qu'il y avait derrière cette expression. Et par-delà le marcheur aléatoire, il nous a expliqué effectivement comment la médecine pouvait être impactée par les nouvelles technologies. L'ensemble était savant, l'ensemble était très mobilisateur sur le plan intellectuel. À un moment donné, il nous a dit que c'était la première fois que les médecins et mathématiciens se retrouvaient, que je corrige un peu cette expression, puisqu'il y a un très grand mathématicien qui était en réalité un médecin qui s'appelle Cardan. Vous avez tous croisé Cardan une fois que vous êtes allé chez votre garagiste. Et Cardan est le personnage qui a résolu les équations du 3e degré. Et donc, dans cette école, dans cette institution, c'est quelque chose que l'on doit évoquer avec une forme de sentiment de reconnaissance. Et Cardan, en tant que médecin, faisait beaucoup de prévisions sur la santé de ses malades et il était devenu astrologue. Alors ça nous rapproche de l'économie. Puisque vous savez que Kenneth Arrow, qui nous a quittés cette année, à qui je rends hommage, puisque ce fut un de notre très grands collègues, enfin c'est prétentieux un peu de ma part, en tout cas de collègues de certains qui sont dans l'assistance, puisqu'il a eu le prix Nobel de l'économie. Et donc Kenneth Arrow disait que le grand danger qui marquait l'économie, c'était de passer de l'astronomie à l'astrologie. Et donc espérons effectivement que nous éviterons ce drame, d'autant plus que Cardan, en tant qu'astrologue, vous vous en souvenez peut-être, avait annoncé, Urbi et Orbi, qu'il n'aurait jamais 75 ans. Et donc, la veille de son anniversaire, il a préparé une fête pour ses 75 ans, jusqu'à ce qu'un certain nombre de gens viennent lui rappeler qu'il était vraiment un imposteur, puisqu'il avait été incapable de prévoir la réalité de sa vie, et qu'il avait annoncé qu'il n'atteindrait jamais 75 ans. Et piqué au vif, Cardan a dit « Je ne me trompe jamais ». Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est suicidé. Alors, je ne recommande pas, ce n'est pas un conseil que je donne à nos collègues prévisionnistes sur la réaction qu'ils doivent avoir par rapport aux résultats et la réalité de ce qu'ils font. Et simplement, je rappelle que finalement, lorsque les médecins s'associent aux mathématiciens, ça peut déboucher sur des résultats étranges. Le deuxième élément, ça a été le débat que nous avons eu sur la routine. Alors ceux qui d'entre vous suivent un peu ce que je raconte savent que j'ai une référence en la matière qui consiste à demander aux gens à lire ou à relire Candide de Voltaire. Vu l'Assemblée, je ne vais pas vous faire l'insulte de dire que ça va être une lecture. Ce sera donc une relecture et vous vous souvenez, dans Candide, à la fin, ça se termine par « il faut cultiver notre jardin ». Toute la philosophie mondaine et universitaire est fascinée par cette formule qui n'a absolument aucun sens, car le message de Voltaire est avant. Le personnage important dans Voltaire, c'est Martin dans Candide. Et souvenez-vous, Martin, c'est qui? C'est Voltaire. Pangloss et Leibniz, Candide, c'est vous et moi. Et que dit Martin à Candide à la fin? Il lui dit que dans la vie, on a le choix entre les convulsions de l'inquiétude et la léthargie de l'ennui. Et qu'il y a des sociétés qui mettent en avant systématiquement la léthargie de l'ennui, et qu'il y a des sociétés qui abandonnent la léthargie de l'ennui, mais qui nous offrent comme seul échappatoire que les convulsions de l'inquiétude.
Et donc quitter la routine, ne nous y trompons pas, c'est rentrer dans les convulsions de l'inquiétude. Le véritable enjeu, c'est dans la société dans laquelle nous vivons, qui va gérer les convulsions de l'inquiétude, et est-ce que nous avons le choix de revenir à la léthargie de l'ennui? Ce qui m'a paru intéressant dans le débat, d'abord, sur la forme, vous avez remarqué qu'il y a eu une percée conceptuelle au travers du fait que notre ami Patrick Artus emploie encore le mot réforme, et je l'en félicite, mais c'est le dernier. Les autres nous ont parlé de transformation. Comme quoi, les puissants ont toujours une action sur nous que nous ne soupçonnons pas. Voltaire aurait ricané, peut-être. Mais donc, transformons-nous. Est-ce que nous avons la possibilité et la capacité d'échapper à cette transformation? Et je pense que c'est, pour moi, ce qui a été l'élément fort de ce débat, notamment au travers des représentants des deux grandes entreprises qui étaient là, c'est que il faut tenir compte des risques. Et le risque, c'est quoi? On se transforme sous la contrainte du risque. Le risque, c'est quoi? C'est le concurrent. Le risque, c'est de perdre des parts de marché. Et donc, le risque, c'est d'avoir des gens qui vous menacent. Et la deuxième chose, c'est de tenir compte des opportunités. Et c'est quoi les opportunités? Ce sont les gens qui vont vous acheter. Et donc, ce que nous ont dit les gens de la table ronde, c'est que on n'avait pas vraiment le choix, parce qu'on était dans une société soumise à la concurrence, et dans une société où nous avions en face de nous de plus en plus de consommateurs exigeants. Alors, ils nous ont dit ça dans leur vécu. Est-ce que, encore une fois, c'est une nécessité absolue? Et de nouveau, je vais citer un grand auteur, puisque on a beaucoup parlé de Schumpeter. Vous savez, Schumpeter disait qu'il avait eu 3 défis dans la vie: être le meilleur cavalier de sa génération, le meilleur amant et le meilleur économiste. Je suis toujours très frappé du fait que nos collègues économistes mettent en doute soit ses capacités sportives, soit ses capacités nocturnes. Car il va pour tout le monde de soi qu'il était le meilleur économiste de sa génération. Alors, notre ami Philippe Aghion va intervenir par la suite, et donc, qui mieux que lui peut nous parler avec brio et avec talent de Schumpeter et de la destruction créatrice. Mais, comme tout le monde, Schumpeter, et comme nous tous, il était un peu myope. Ce qu'il décrivait, c'est ce qu'il voyait, et ce qu'il anticipait, c'était ce qu'il avait vécu. Comme je dis à mes étudiants, la force d'un certain âge dans la description de ce que l'on fait, c'est que ce qu'ils prennent pour de l'histoire est pour nous des souvenirs. Et donc, pour Schumpeter, ce qu'il racontait, c'était beaucoup des souvenirs. Il y a un passage dans son histoire de la pensée économique où il parle de Walras, et il dit de Walras que Walras est probablement le meilleur économiste de l'histoire, que le seul problème, c'est que comme il était français, il a été systématiquement dénigré par les Anglais, à tel point que les Anglais ont même contesté sa nationalité. Si vous lisez un livre d'histoire de la pensée économique anglo-saxon, vous découvrirez que Walras était suisse. Et donc, en réalité, Walras était français, je reviendrai là-dessus. Et donc, que nous dit Schumpeter sur Walras? Il nous dit effectivement c'est une pensée, sauf que c'est une pensée systématique qui a poussé jusqu'à son extrême conséquence la notion de concurrence. Et il fait allusion à un texte que vous connaissez probablement, qui est le texte sur les chemins de fer qu'a publié Walras en 1878, où il se pose la question de savoir s'il faut ou non nationaliser les chemins de fer, sachant que les compagnies de chemins de fer françaises de l'époque donnent des signes de faiblesse. On va les achever d'ailleurs avec le plan Fraissinet, tout ça, on va leur faire du service public à la française. Et donc, si vous voulez vous souvenir et vous mettre dans l'ambiance de l'époque, prenez la SNCF d'aujourd'hui, ça part à peu près le même temps pour aller de Paris à Bordeaux, à partir de la gare Montparnasse. Et donc, Walras dit, en fait, il y a 2 modes d'organisation, il y a des monopoles naturels et il y a une concurrence, c'est une concurrence pure et parfaite. Et Schumpeter dit, cette concurrence pure et parfaite, elle suppose que l'on puisse en permanence comparer les prix pratiqués par l'ensemble des opérateurs sur le marché. Et dit Schumpeter, quand vous êtes dans un magasin, même si vous avez un maximum d'informations, vous êtes dans l'incapacité de savoir quel est le prix pratiqué par le commerçant le plus proche. Le concurrent, physiquement, n'étant pas à portée de vue, le concurrent n'est pas réellement un concurrent. Et donc cette vision extrême de la concurrence est fascinante parce qu'elle est totalement théorique et elle restera totalement théorique parce que nous n'aurons pas le don d'ubiquité. Et donc, quand nous serons dans l'incapacité, quand nous serons dans un commerce, de savoir quel est le prix pratiqué par les autres commerçants,
la concurrence ne peut pas exister. Or, ce qui se passe, ce que nous vivons, c'est que les nouvelles technologies ont transformé ce qu'on a appelé par la suite le commissaire-priseur valracien, c'est-à-dire ce personnage qui est dans votre tête et qui vous dit « mais vous savez, chez le commerçant, à 500 mètres de là, c'est moins cher ». Ce commissaire-priseur valracien n'est pas une création intellectuelle, c'est une réalité physique que nous avons tous dans notre poche et que nous avons utilisée abondamment depuis ce matin. Et donc, à partir du moment où le commissaire-priseur valracien existe, la théorie valracienne existe, et donc la concurrence est là. Et donc, l'enjeu, le risque et l'opportunité, c'est-à-dire la concurrence et le consommateur, sont en train de structurer la société dans laquelle nous sommes. Et donc, cette société de concurrence, cette société de consommateurs, elle ne peut pas vivre dans la routine et dans la léthargie de l'ennui, puisqu'on est challengé en permanence. Et donc, elle vit dans les convulsions de l'inquiétude. Et donc, je pense que l'enjeu maintenant pour nos dirigeants, c'est de marcher plus ou moins vite, puisqu'ils sont en marche, mais au travers de leur marche, d'avoir un parcours qui réponde à nos convulsions de l'inquiétude. Je pense que le véritable message que nous devons essayer de faire passer auprès de tous les gens qui nous dirigent, c'est que maintenant, nous sommes soumis à des formes réelles d'inquiétude. Des inquiétudes qui peuvent être liées à des événements exceptionnels. On a parlé de signes noirs, mais des inquiétudes qui sont liées à des événements prévisibles. Ce qui m'a frappé dans le débat, c'est que quand le mot sur le signe noir a été lancé, les exemples qui ont été donnés de signes noirs n'étaient pas des signes noirs. La blockchain, ce n'est pas un signe noir, parce que ce n'est pas un événement imprévisible. C'est un événement que nous avons dans notre vie. La concurrence, ce n'est pas un signe noir, parce que ce n'est pas un événement imprévisible, c'est quelque chose que nous avons dans notre vie. Le commissaire-priseur valracien, ce n'est pas un signe noir, c'est notre contemporain. Et donc le véritable enjeu, c'est de répondre évidemment avec intelligence et pertinence à la capacité de subir des signes noirs et de répondre plus généralement aux convulsions de l'inquiétude. Alors c'est un défi. Nous avons aujourd'hui des historiens. Comme toujours dans ces cas-là, ma pédanterie naturelle me conduit à chaque fois célébrer un anniversaire le jour où je parle. Aujourd'hui, nous sommes le 175e anniversaire du traité de Nankin. Alors quand je parle de ça à mes étudiants, ils ne savent pas où est Nankin. J'ai même fait un test au concours d'entrée cette année à l'école supérieure de commerce, et ce n'est pas une critique, mais ils arrivent de chez vous. Et quand je leur demande qui est Raymond Barre, ils ne savent pas très bien qui est Raymond Barre. Et quand je leur dis qu'il est mort il y a 10 ans, j'ai quand même droit à des réponses. Ah oui, il a été Premier ministre de Mitterrand. Ce qui était une anticipation de la politique que nous vivons. Et donc finalement, la jeunesse s'associe à cette marche vers la politique que nous vivons. Mais si nous revenons au traité de Nankin, souvenez-vous, le traité de Nankin, 175 ans, dans quel état était la Chine à l'époque? Et regardez ce qu'est devenu la Chine aujourd'hui. Souvenez-vous dans quel état était le Royaume-Uni à l'époque, flamboyant. Regardez ce qu'est devenu le Royaume-Uni aujourd'hui. Et le destin du Royaume-Uni, à mon avis, ce n'est pas un signe noir, c'est une accumulation. En revanche, le destin de la Chine aurait pu être autre chose. Je pense que Mao, c'était un signe noir, c'était assez improbable et assez catastrophique. Mais on s'en remet toujours, à condition effectivement d'avoir la capacité de répondre aux événements qui nous tombent dessus. Et donc, pour conclure, nous avons la capacité de réagir si nous comprenons ce que nous vivons. Rien n'est écrit nulle part, parce que je pense que les gens qui ont signé le traité de Nankin ne pouvaient pas imaginer la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais à condition de bien comprendre que ce que nous attendons, selon moi, dans la société actuelle de nos dirigeants, c'est que ne pas nous promettre un retour à la léthargie de l'ennui, mais une réponse concrète aux convulsions de l'inquiétude. Merci de votre compréhension.